Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'une conversation au fil de l'eau avec Olivier Mantéi, aujourd'hui directeur de la Philharmonie de Paris et naguère de l'Opéra Comique et en même temps des Bouffes du Nord avec Olivier Poubelle. Nous nous sommes quittés sur l'évocation d'une Traviata donnée aux Bouffes du Nord à l'initiative d'une comédienne chanteuse, mais essentiellement à l'époque connue comme comédienne, Judith Chemla, qui est donc venue vous trouver, enfin elle s'était déjà produite, comme on dit, aux Bouffes du Nord, elle est venue vous trouver avec ce projet d'être l'actrice chanteuse de la Traviata avec un certain nombre de transformations de l'œuvre. Oui. Vous évoquez aussi dans votre livre, puisque c'est à cette occasion que je vous ai proposé de venir à ce micro, votre livre Dessous de scène aux éditions de l'Arche, vous évoquez cette question de jusqu'où on peut laisser un metteur en scène ou un chef toucher à une œuvre. Et donc là, la question s'est posée au plus haut point, si je puis dire. C'est une non-chanteuse qui vient chanter une des œuvres, phares de toute diva. Oui, alors c'était un des exemples majeurs de ce questionnement dans lequel on est, c'est-à-dire jusqu'où on lâche la bride, jusqu'où on donne cette liberté de réécrire, de transformer. Ça s'est produit à l'Opéra Comique. Pour moi, j'étais face aussi à des dilemmes de ce type-là. Je parle aussi de Orphée Eurydice, où les artistes me demandent, Raphaël Pichon et Aurélien Bory, de changer et l'ouverture et la fermeture de la clôture. Ce qui est quand même, sur une œuvre du XVIIIe siècle, extrêmement marquant comme geste de production. Et en fait, dans tous ces cas, et d'autres encore, je me suis rendu compte que de s'éloigner du texte, c'était une manière de se rapprocher du texte intrinsèque, c'est-à-dire du désir de l'auteur, qui lui-même, à son époque, est souvent soumis à des codes qu'il subit. Et entre autres, l'ouverture et la fin de l'œuvre, on l'a vu dès Mozart, qui a des codes qui sont en rupture avec le sens immanent de l'œuvre. Et si on en fait un traitement juste, on doit revenir à une émotion contenue qui va du début à la fin de l'œuvre, et surtout une cohérence. La cohérence, en fait. Comme un geste architectural, quelle est la cohérence globale du projet. Et certains retravaillent ces œuvres dans ce sens de cohérence. Et là, je trouve ça extrêmement juste. Retravailler une œuvre dans le sens de « je vais la moderniser, la transposer pour lui donner un caractère très contemporain », mais finalement, ce que j'en dis n'est pas plus contemporain que ce que l'œuvre pourrait me suggérer de mon monde actuel, peut donner des écarts, je pense, discutables et parfois très compliqués, parce qu'il faut ajouter beaucoup d'annotations, de textes, d'explications. Dans ces exemples-là, de puiser même dans l'œuvre littéraire qui a inspiré l'opéra, La Dame aux Camélias, de travailler entre le parler, le chanter, le théâtre, la musique, finalement faire une œuvre très composite, très libre, et au bout du compte, c'est ça qui m'a marqué, donner l'impression au public que l'opéra est restitué. C'est-à-dire qu'on a un objet complètement éloigné de l'opéra, dans sa forme, dans sa liberté, dans son approche, dans sa déstructuration musicale, puisque c'est une version pour 9-10 artistes qui mélangent tous les styles musicaux, acteurs, chanteurs, c'est pas des voix lyriques forcément. Et finalement, à l'arrivée, on compare cette Traviata à une autre Traviata qu'on a vue à Aix ou à l'Opéra de Paris. C'est le bruit que l'on entendait à la sortie du spectacle. Et ça, c'est intéressant. Oui, moi, pour avoir vu beaucoup de Traviata traditionnelles, si je puis dire, et cette Traviata-là,
dirais pas que j'ai comparé, je dirais que j'ai ajouté. Qui a une espèce d'écho, de reflet, c'est quelqu'un qui sent pas. Et c'est tellement, de mon point de vue, plus intéressant que de transposer, comme tant de metteurs en scène l'ont fait, une œuvre d'opéra dans un hôpital psychiatrique ou dans un camp de concentration, où il y a simplement une espèce de facilité ou de provocation. Quelque manière qu'on l'appelle, cette Traviata-là a des ancêtres. Et notamment, elle a pour ancêtre, vous en parlez aussi, la Carmen de Peter Brook, qui a 30 ans au moins, c'était ou presque plus, 40, oui, je me rajeunis moi-même, pardon. Et qui, alors, avec Marius Constant, qui avait repris la partition, et Peter Brook, qui avait choisi donc deux Carmen en alternance. Est-ce que cette référence est-ce que cette Carmen a ouvert d'autres portes que celles que vous avez vous-même ouvertes au Bouffe du Nord? Cette Carmen, maintenant on peut dire légendaire quand même, hein, dans ce rapport au théâtre musical, a ouvert des portes dans le théâtre lui-même, des formes comparables que Peter Brook a lui-même portées, comme la Flûte enchantée ou le Péléas qu'il a fait, a ouvert des portes aux jeunes générations qui en ont vu des traces, qui s'en ont inspiré, et puis marque l'histoire d'un théâtre musical. Il y a eu différents théâtres musicaux. Il y a eu le premier, l'histoire du soldat de Stravinsky, qui est un théâtre musical par défaut. On est en pleine guerre. Hein, les théâtres sont fermés, il n'y a pas d'argent, on rationne tout, on rationne l'opéra. Et on rationne l'opéra. Et Stravinsky dit, très bien, j'ai une quinzaine de musiciens. Moins que ça, même. Donc, je fais mon petit opéra. C'est l'esprit. Donc là, on est, je dirais, un théâtre musical par défaut. Il y a tout le travail esthétique aussi, après la guerre, la Deuxième Guerre, tout ce qu'a fait Perguise dans les années 70, où il apporte un travail différent qui est fondateur d'un théâtre musical. Et il y a Peter Brook qui, en fait, c'est un théâtre musical militant. C'est-à-dire, il veut se défaire de tout ce que l'opéra a de pesant et de pas naturel. C'est comment être le plus naturel possible. C'est des sujets très actuels. Hein, comment être dans cette nature, mais dans le sens le moins artificiel. Et forcément, à l'opéra, c'est une succession d'artifices. Mais ne serait-ce que de projeter devant un orchestre, c'est artificiel, c'est pas naturel. On ne s'exprime pas comme ça, comme dans la vie à l'opéra. Donc, et puis on va devoir faire vivre tous ces danseurs, donc il faut rajouter des ballets. C'est pas forcément naturel parce que l'œuvre ne l'impose pas naturellement, mais on doit quand même faire avec. Puis on a des grands décors possibles, donc il faut utiliser cet espace-là. Et lui s'est dit, mais l'opéra c'est formidable. Mais sans danseur, ou sauf si c'est requis par la dramaturgie et ce qu'il veut en faire lui, dans un théâtre sans projection, où je peux m'exprimer, et c'est son théâtre musical, mais en respectant l'opéra, en faisant de l'opéra. Oui, c'est d'ajouter, ça n'est pas de remplacer l'opéra, me semble-t-il, c'est d'ajouter une autre façon de proposer l'œuvre. Absolument. Qui est en effet plus théâtrale, enfin... Plus immédiate, voilà, et fondée plus sur l'échange direct avec le public, dans sa dramaturgie, dans le sens global de l'œuvre, moins dans la performance vocale.
Alors, je fais du coq à l'âne, mais votre livre aussi va du coq à l'âne à certains égards et justifie, je crois, cette conversation à saut et à gambade. Mais dans notre précédente conversation, vous avez mentionné le succès considérable de ces œuvres du 19e siècle qui étaient tombées en désuétude et que l'opéra comique, sous votre direction, a remis en scène, si c'est le cas de le dire, mais précisément le succès considérable que ces œuvres avaient est la traduction même du fait qu'elles étaient très populaires. Et cette popularité de l'opéra, ce fait que toutes les classes sociales du poulailler ou du paradis, comme on disait à l'orchestre, venaient à l'opéra, et on en a des témoignages encore récents. Je pense à un livre de mémoire de Jean-François Revel qui raconte comment à Marseille, l'opéra était plein du sol au plafond de gens qui connaissaient l'œuvre et qui, y compris au poulailler, étaient capables de siffler quand ils n'étaient pas contents que de l'interprétation et d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas contents. Ceci s'est cassé. Ça s'est cassé et d'une certaine manière, est-ce que l'enchérissement du coût de ces productions n'a pas aussi aggravé une chose? Bref, c'est un sujet que vous abordez dans votre livre, qui est celui du prix des places et de l'impossibilité de le compacter au-dessous d'un certain niveau. Ça suppose donc, d'une part, une subvention permanente, mais quelle importance a ce coût et ce coût de la place, à votre avis, pour l'ouverture de l'opéra à tous les publics? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu du prix de place, c'est plus social qu'économique. De toute façon, dans l'économie de ces institutions, de ces maisons, il faut développer les ressources propres. Les ressources propres, elles se développent pas dans la salle. Elles se développent à l'extérieur de la salle. Dans le mécénat, dans les tournées, dans les coproductions. Donc, dès lors qu'elles se développent là, parce que de toute façon, il en faut plus que ce que ne peut rapporter la salle. Donc, dans ce cas-là, le prix de place ne devient pas un enjeu économique, c'est un enjeu... Bien sûr, il faut faire payer la place. C'est évident, au juste prix, je dirais, avec une diversité d'offres qui permet à tous les publics de venir. Mais s'acharner à tenir des prix de place trop élevés parce que l'opéra coûte cher, je pense que c'est un faux problème, parce que de toute façon, on ne payera pas l'opéra avec le prix de place élevé. On le payera autrement. Par la subvention, certes, mais pas que, et de moins en moins, puisque la part de ressources propres augmente dans l'économie de ces maisons. Mais on va la payer parce qu'il va falloir fédérer, mobiliser des partenaires privés, il va falloir tourner, il va falloir se fédérer entre opéras, entre producteurs. Et on peut à ce moment-là tenir le cap d'un enjeu de prix de place social plus important qu'économique. Oui, il faut rappeler que le paradoxe est que plus une œuvre a de succès, plus elle perd d'argent. Puisque à l'opéra, à l'inverse du théâtre ou d'autres formes de spectacles vivants. C'est parmi, alors on connaît, puisqu'elles sont très anciennes, la solution du mécénat, la solution de la subvention, évidemment, qui est importante. Il y en a une autre que vous évoquez dans votre livre qui n'a pas encore complètement pris, mais dont on se dit qu'elle pourrait prendre. C'est une espèce de groupement d'intérêt économique entre tous les établissements lyriques. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette imagination? Oui, qui est le prolongement d'une chose qu'on a mise en pratique au Bouffe du Nord, à l'Opéra Comique, et que je vais tâcher de développer aussi par la suite la Philharmonie, qui est le principe de coproduction. C'est s'associer, on est à plusieurs, on partage les coûts et on rationalise l'investissement parce qu'on va forcément le donner dans plusieurs lieux. C'est pas une idée révolutionnaire, mais c'est une idée qui a du mal à s'installer à l'opéra pour des raisons diverses. L'opéra, c'est une institution lourde, complexe. Chaque maison a ses forces artistiques, chaque maison a son cahier des charges, sa mission. Donc, se fédérer, c'est un peu diluer un peu de sa mission, de partager ses forces, de
Mais c'est aussi... C'est comme la colocation, quoi. Voilà. Mais il y a aussi, je pense, les traditions des maisons d'opéra et de leurs directeurs qui trônent dans leur territoire. C'est l'institution culturelle la plus noble, dans un certain sens, c'est la plus importante, en tous les cas, en termes de financement, et qui a une capacité d'autofinancement assez forte par les subventions et par ses ressources. Et donc, il ne va pas être enclin à chercher d'autres partenaires. Et on a aussi des directeurs qui ont un certain ego et que l'idée même que partager un projet, ils vont avoir le sentiment de perdre leur identité. Et donc, ils ont le sentiment que de garder l'exclusivité sur un projet va renforcer cette identité. Je pense que c'est deux questions différentes entre identité et exclusivité qu'on peut se mobiliser tous autour d'un même projet et parce qu'il serait tournant garder une marque de programmation assez forte pour chacune des maisons. Il y a une suggestion aussi que vous faites que j'ai trouvée assez souriante, si je puis dire, qui est une année de jachère. Comment est-ce qu'une année de jachère serait utile au monde lyrique? Je dirais fondamentale, ça je l'ai observé. D'ailleurs, elle existe peu ou prou, mais elle n'est pas organisée, elle n'est pas anticipée. On ferme pour des travaux, par exemple. On va réduire à un moment donné l'activité pour des raisons économiques. Il y a toujours des questions aussi de négociation, de discussion sociale au sein de ces établissements. Puis vous savez, les frais de fonctionnement montent et la subvention ne monte pas. Donc, il y a un état de surchauffe pour ces maisons-là. Et tout ce qui se cultive a besoin d'une année de jachère, la culture autant que l'agriculture. Et le climat régule un certain nombre de nos secteurs, avec des périodes pleines et des périodes creuses. Nous, dans la culture, on n'a pas de période pleine et de période creuse. Il y aura éventuellement l'été quand on fonctionne en saisonnalité, mais finalement, il y a les festivals. Donc, il y a une surchauffe et il y a un moment donné, il faut se poser, remettre les batteries en état, parce que c'est aussi des bâtiments qui fatiguent, avec une activité très soutenue, rediscuter des fonctionnements, de l'organisation, et faire baisser la pression. Ce qui règle aussi une question de relation, d'équilibre entre la part de financement qui va sur le fonctionnement et ce qui reste pour l'artistique. Parce que plus on continue sans jamais s'arrêter, plus la part de l'artistique diminue. C'est mécanique, parce que les frais de fonctionnement augmentent. Donc il faut faire baisser la pression. Tous les 10 ans, ça serait très bien. Et tout le monde pourrait travailler, parce que ça serait organisé. Donc on agirait, on ferait des actions justement d'ouverture sur d'autres publics, sur d'autres territoires, on préparerait mieux les saisons qui suivent, on rationaliserait mieux le travail. C'est une question d'anticipation. C'est des métiers où on n'a jamais le temps. Tout va très vite. On ne prend pas ce temps. Et je pense qu'on gagnerait à se poser un tout petit peu. Dans le dernier rapport sur les pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture, l'accent, même le centre, est mis sur l'importance du numérique. Vous en parlez dans Dessous de scène, qui est donc le livre que vous publiez aux éditions de l'Arche. Vous en parlez puisque pendant la pandémie et même un peu après, pendant le confinement et même un peu après, le numérique a, exagérer son importance dans la transmission. Il a été imposé d'une certaine manière, mais il s'agit de le maîtriser et d'en tirer le meilleur parti possible. Quel vous paraît être ce bon parti à tirer du numérique? Oui, alors on a eu des chiffres assez incroyables. Je vois l'Opéra Comique, on a mis on a capté et on a diffusé à peu près tous les spectacles en streaming, en direct, et on a capitalisé des audiences qu'on réunirait sur plusieurs saisons
en un seul soir. Donc c'est assez exceptionnel. Et même dans les ratios, c'est exceptionnel. On se rend compte que on inverse les ratios sur l'âge du public, sur la diversité des territoires. Donc c'est une leçon. Bien sûr, on se dit, tiens, finalement, on n'aurait plus qu'à diffuser ces spectacles-là de cette manière et on serait vertueux à tous les niveaux en termes d'analyse des publics. Non, bien sûr que non. Il faut en tenir compte. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui et on doit considérer que c'est un outil très intéressant pour ouvrir les publics, pour travailler vers de nouveaux publics, mais il faut qu'on ait cette capacité et par cet outil-là aussi, de les faire venir dans la salle. Parce que j'explique et je raconte dans ce même livre à quel point l'expérience d'un soir de première d'une représentation collective, est incomparable avec ce que l'on peut vivre, même dans les meilleures conditions. Très bon canapé, des conditions techniques optimales. Malgré ça, on ne remplace pas l'expérience partagée dans une salle de spectacle. Les métiers auxquels vous avez affaire, que ce soit quand vous étiez responsable ou co-responsable de la programmation des Bouffes du Nord, ou quand vous étiez responsable de l'Opéra Comique, et maintenant de la Philharmonie de Paris, sont des métiers dans lesquels, par la force des choses, les égos sont forts et quelquefois débordants. Vous donnez d'ailleurs quelques exemples, dont un qui, je crois, à mon avis, atteint le niveau de la moralité des fables, qui n'est pas la moralisation, mais qui est la moralité des fables, qui est quand deux égos, celui d'un chef et celui d'un chanteur, se heurtent sur une question d'interprétation, enfin pas tout à fait d'interprétation. Je laisse les auditeurs qui liront votre livre voir comment ce conflit se résout à la confusion des deux adversaires. Mais cette part du métier qui est le vôtre, qui est celui de, comment il faut dire, de médiation entre les égos, d'arbitrage. Diriger, c'est arbitrer. C'est la plupart du temps, comme on doit laisser de la liberté. On doit être à l'écoute des musiciens, des metteurs en scène, des chanteurs, des artistes, des techniciens, des équipes qui travaillent sur le plateau aussi avec ces artistes-là et toute l'équipe de production. Il faut être à l'écoute parce qu'il y a des alertes, parce que ils ont chacun une expérience à transmettre et un point de vue qui se défend. Généralement. Donc, il faut lâcher du lest, donner de la liberté pour qu'il se passe quelque chose d'artistiquement et émotionnellement fort, mais bien sûr dans une limite qu'impose un certain nombre de bienséances parfois, de contraintes techniques, économiques ou artistiques, et de parti pris esthétiques. Et c'est là où notre métier consiste à arbitrer d'un seul coup, dire non, là on n'y va pas. Et oui, là on continue et on prend ce risque-là. Alors il y a dans l'univers dans lequel vous évoluez depuis maintenant de nombreuses années, il y a des surprises étranges. Alors je suis en général ennemi de dévoiler, de raconter un livre, de raconter un film, ou de raconter une œuvre, mais il y a quand même, pour montrer la diversité des aspects que vous abordez dans votre livre, il y a quand même une anecdote que je voudrais vous demander de dévoiler, qui est l'anecdote de la loge dite Choiseul à l'Opéra Comique, et nous quitterons sur la loge Choiseul, Olivier Mantelli. La loge Choiseul, c'est ce qui fait la grande spécificité de l'Opéra Comique. Hein. Donc l'Opéra Comique s'est construit au XVIIIe siècle sur un terrain qui appartenait au duc de Choiseul et à son épouse, et en contrepartie du terrain qu'il concédait pour la construction de la première salle Favart, on lui a donné une loge à vie pour assister au spectacle. D'ailleurs, il n'assistait qu'aux premières, parce que le théâtre italienne étant fait pour que l'on soit regardé autant que
l'on regarde le spectacle, bien sûr, ne l'intéressait que la première. Je raconte ça aussi avec pas mal d'anecdotes. Et donc, oui, il y a eu une révolution, il y a eu 2 incendies, puisque là, on en est à la 3e salle Favart, mais le droit de propriété français... C'est sur le même terrain. C'est sur le même terrain, 3 salles différentes, une révolution, c'est vrai, mais un droit de propriété qui est préservé, qui existe et qui a fait l'objet de différents arrêtés. Donc le droit de propriété appartient aux descendants actuels de cette famille Choiseul, n'est absolument pas discuté, n'est pas discutable. Il y a eu quelques tensions dernièrement après les travaux, parce que la disponibilité de la loge en nombre de places s'est réduite un petit peu, donc il a fallu, à cause de ces travaux, reprendre des discussions avec les héritiers, mais qui nous ont permis de trouver un accord un peu historique, puisque qui dit droit de propriété dit participation aux frais de la copropriété. C'était une donnée nouvelle qui a été introduite l'année dernière. Et donc, il existe encore aujourd'hui, et aussi longtemps que l'Opéra Comique sera sur le terrain cédé par la famille Choiseul, il existe une loge Choiseul. Toutes les représentations, la famille Choiseul dispose des places de cette loge pour elle-même ou pour qui elle le souhaite. Et par conséquent, je conseille à ceux de nos auditeurs qui veulent assister dans les meilleures conditions, au moins financières possibles, parce que l'emplacement n'est pas formidable. Ce sont ces loges de côté qui, comme vous l'avez dit, étaient faites pour être vues autant que pour voir. C'est donc une loge qui est à court, qui surplombe un peu et qui est en partie aveugle pour tout ce qui se passe à court, d'ailleurs. Mais cette loge Choiseul existe et c'est une des particularités de la République. Olivier Ventelli, je vous remercie. Votre livre s'intitule Dessous de scène et se sous-intitule Histoire d'opéra. Il est publié aux éditions de l'Arche et j'en recommande la lecture, non seulement parce que vous développez les problèmes que vous avez bien voulu évoquer ici avec moi, mais aussi parce qu'il y a une diversité des thèmes que vous abordez qui en rend la lecture extrêmement agréable. Merci. Merci à vous.